Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Une nouvelle semaine de débat sur l'actualité économique, politique. C'est le lancement officiel de la campagne pour les législatives. Donc, on va voir si ça peut donner un coup de booster. On commencera avec ça d'ailleurs, hein, cette ambiance quand même un petit. Enfin, je sais pas comment vous ressentez les choses, mais un petit peu étrange. Donc c'est parti. Pas mal d'éléments aussi dans l'actualité internationale et puis toujours un petit peu de tech. C'est parti, c'est Bismart. Donc autour de la table, Nicolas Duhep, salut Nicolas, le patron fondateur d'Alchimie, André Le Scruc-Pietri, salut André, président de Jedi, et Erwan Tizan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Salut Erwan. Tiens, Erwan, l'ambiance du moment. Je disais, éloge de la lenteur sur Macron. D'ailleurs, c'est papier dans Le Monde là, ce soir qui sort, là où il parle d'un mandat en suspens. Éloge de la lenteur, ou alors, moi, ce dont je parle assez souvent ici, les prémices d'un roi fainéant. Le dernier précédent qu'on a eu avec un second quinquennat, second mandat, c'était celui de Chirac. Exactement. Élu à peu près dans les mêmes conditions, hein, avec un bloc, un front républicain. Donc effectivement, on peut en tout cas en avoir peur. Alors Macron, hein, j'espère plutôt que son modèle, ce sera plutôt Schröder que Chirac. Hein. Schröder qui avait mis, en tout cas pas dans un cadre d'un second mandat, mais qui avait mis sa crédibilité politique en jeu justement pour réformer le pays. Je ne parle pas du Schröder avec toutes les déconvenues qu'il peut avoir aujourd'hui, mais qui avait mis du coup, notamment quand il avait fait les lois Hart, etc. Moi j'espère clairement... Les lois Hart, c'est un second mandat de Schröder, je dois dire, j'ai pas la séquence en tête. Oui, c'est ça, c'est son premier mandat. Et il a été battu d'ailleurs. C'était à peu près la même époque, contemporain de Chirac. Moi, j'espère justement qu'il va copier sur cette période-là un autre roi un peu moins fainéant. Le gros problème, c'est que déjà, on est dans l'expectative de savoir si oui ou non il aura une majorité à la fin du mois prochain. La plupart des sondages d'opinion nous disent que ce sera ric-rac. Je sais pas, il y a deux. La une de l'opinion ce matin, c'est ric-rac et. Il y a une semaine, on nous parlait de 340 députés pour La République en Marche, donc pour Renaissance. Et maintenant, c'est tombé. Le point bas est à 270, donc à 270, t'y es pas, et même à 340. Ça veut dire que tout ce qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire en gros les frondeurs, là, tournez votre regard vers Édouard Philippe, il va l'avoir, exactement. Donc malheureusement, le problème, c'est qu'il commence ce deuxième mandat avec un premier mandat qui n'a duré au final que 18 mois, qui s'est arrêté au moment à peu près de l'affaire Benalla, parce qu'après il y a eu les Gilets jaunes, et donc du coup il n'y a plus de réforme structurelle à ce moment-là. Il y a eu la SNCF, il y a eu l'assurance chômage, mais ça restait epsilonex par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Il a un second quinquennat qui se doit, à mon avis, de mettre à profit, parce que sinon, et d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, on risque de basculer au-delà de la ligne de crête et de la corniche. Donc du coup, si jamais il ne le fait pas maintenant, d'autres le feront à sa place, mais pas forcément avec son programme à lui, et avec un programme un peu plus sérieux, on va dire. André ? J'essaie toujours de distinguer entre mes espoirs et la réalité. Et là, effectivement, on a tous l'espoir que ce deuxième mandat rentre dans l'histoire. Clairement, il avait été élu pour rentrer dans l'histoire. C'était quand même relativement bien parti. S'il n'y avait eu qu'un mandat d'Emmanuel Macron, il ne rentrerait pas dans l'histoire, c'est clair. Donc là, il y a une chance pour lui. Et en plus, il est assez jeune, il a quand même beaucoup de choses à faire après. Oui, tout à fait. Donc on peut quand même imaginer qu'il y a un vrai effort. Les sources d'inquiétude, elles sont multiples. C'est que, on va sûrement en reparler, c'est que l'Europe ne s'est jamais... Il y a un Conseil européen aujourd'hui, ne s'est jamais aussi mal porté. Je veux dire, on est... À ce point-là, André ? Je crois qu'on est divisé sur quasiment tout. C'est-à-dire que à la fois, il y a ce sentiment, et ça c'est nouveau, qu'il faut faire beaucoup de choses ensemble. On l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec maintenant l'Ukraine, mais les lignes de fracture sont colossales. Enfin, je veux dire, même quand le président de la République appelle Poutine, ça crée des ruptures. Oui, mais alors ça, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est tout à fait normal. C'est ahurissant qu'il continue à appeler Poutine quand même. Après, ces lignes de fracture. Je crois que c'est les Baltes qui ont dit, mais combien de temps vous allez jouer avec lui ? Qu'est-ce que tu l'appelles pour faire quoi ? Donc on se rend compte que même sur ces sujets. Non, mais t'es d'accord avec ça, André, ou pas ? Aujourd'hui, personne ne sait comment les choses vont venir. Il faut quand même rappeler que Kissinger, qui reste quand même encore un modèle de réel politique, a quand même encore ce week-end annoncé que la meilleure chose, je le cite, qui pourrait arriver, ça serait un cessez-le-feu sur les positions actuelles. Et le mot cessez-le-feu, ça a été ce qui a mis le feu aux poudres de cette discussion vis-à-vis des Baltes, qui ne veulent même pas en entendre parler, et qui sont là pour bouter l'ennemi russe à nouveau sur ses frontières, voire d'aller plus loin.
Donc on est quand même aujourd'hui sur en fait, on manque de stratégie, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Il y a une absence de vision partagée au niveau européen. Mais peut-être tu ne crois pas que justement il y a un lien entre ce que tu décris, enfin moi j'aurais sidéré par le recul de la réforme des retraites, mais en race campagne, avant même que quoi que ce soit ait commencé, et le fait que son électorat se démobilise, quoi. Enfin... Je crains que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on manque cruellement de vision. Il a quand même été réélu assez bien, même si effectivement dans des conditions assez particulières. Il est arrivé en premier, oui, 25% en première place au premier tour. Mais par contre, l'urgence, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une urgence qui a été exprimée par tous les partis politiques, c'est de renaissance de la vie démocratique. Et aujourd'hui, on en prend un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on revient sur on ne sait pas très bien où on va. Il veut un bloc, et puis cette idée d'avoir un bloc comme ça, là... Oui, et disons-le clairement. À qui il imposerait sa loi. Ce n'est pas d'être anti ni pro-macroniste que dire ça. La manière dont on a démonétisé le Parlement pendant le premier mandat est extrêmement dangereux. On joue avec le feu démocratique là-dessus. Moi, je pense qu'il faut absolument, si on veut éviter à tout prix les gilets jaunes, et tu en parlais, Erwan, que c'est ça quand même qui a mis un coup d'arrêt à son premier mandat. Il faut absolument renforcer ces fameux corps intermédiaires, cette démocratie représentative. Donc là, effectivement, moi je comprends pas. Je crois il devrait y avoir un élan démocratique, une volonté de changer les choses, de faire différemment. Et c'est pas juste, avec tout le respect que j'ai pour Elisabeth Borne, c'est pas juste en mettant une femme technicienne, ingénieure, ce qui est une très bonne chose. Que vraiment, on est incrémental. Aujourd'hui, il faut que le président redevienne disruptif. Nicolas ? À l'heure de Roland-Garros, pour faire un bon match de tennis, il faut 2 bons joueurs. Et Nadal sans Federer ou Djokovic, c'est plus Nadal. Et là, je pense que Macron, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de joueur. En face, il n'y a pas de débat. Comment ça, il n'y a pas de joueur ? Enfin, il a un sacré joueur de fond de cours, là, avec Mélenchon, non ? Enfin, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu, pour le coup, un affrontement assez légitime, quoi. D'accord, mais Mélenchon, on a joué à se faire peur pendant la campagne électorale, mais c'est pas une alternative crédible Toi, tu le penses, Nicolas et au niveau des ce que je lis, moi, partout, des reportages que font mes confrères dans toutes les régions de France et de Navarre, c'est que le gars, quand même, représente quelque chose de pas négligeable. Oui, mais mon propos, c'est de dire quand même que s'il y avait un autre joueur en face de Macron qui avait eu du débat, ça le mettrait en valeur, parce qu'il y a des idées, il y a un certain nombre de choses. Et qu'en ce moment, d'un point de vue, moi je parle d'un point de vue chef d'entreprise, bien sûr. on a quand même une période faste. Enfin, je veux dire, on peut dire plein de choses sur le sujet de Macron, mais Macron, il nous a fait quand même un quinquennat pro-entreprise. On a quand même été jamais aussi bien dans une dynamique aussi forte en ce moment. Il joue très pleinement le post-Covid, donc le retour d'élastique est quand même là, que ce soit sur le plan des CDI, sur le plan du CDD, sur le plan de la croissance, on a quand même tous les indicateurs au vert. Donc ça, on aime bien voir les verres à moitié vides en France, mais là, de ce côté-là, on a le verre à moitié plein. Alors après, est-ce que ça a une sorte de momentum un peu extraordinaire le calme un peu, qui préfigure la tempête, parce que l'inflation, parce que l'Ukraine, parce que le confinement en Chine, plein de choses jouent devant nous. Mais pour le moment, il a cette période-là qui est plutôt favorable. Et quand j'en vois le monde sur les routes pour un week-end de l'Ascension comme ce week-end, je me dis qu'on n'est pas quand même un pays... Il y a un sujet face au pouvoir d'achat. Ouais, forcément, on se pose des questions, quoi. Si vous n'avez pas suivi ça, mais on a battu les records de bouchons, là. Bien sûr. Donc, vous voyez ça hier soir, 1000 km de bouchons partout en France. Il y a bien sûr des gens qui souffrent dans le pays, mais enfin, là, manifestement, on n'est pas un pays malheureux, quoi. Donc, il a ce momentum et je pense qu'il lui manque un adversaire à sa taille. Tu crois ça, toi ? Mais c'est justement parce qu'il y a le momentum, parce que tous les indicateurs au vert, c'est maintenant qu'il faut foncer. On se rappelle quand même de l'échec précédent, c'était sous Jospin, où on avait vécu un moment absolument historique et où on aurait dû réformer à tour de bras. Et par contre, il faut une autre méthode, c'est l'expliquer. Et je pense que c'est là où j'attends, moi, le président, le gouvernement, c'est d'être beaucoup plus dans donner une vision, la faire aussi remonter des chefs d'entreprise, mais aussi de tous ceux qui aujourd'hui sont attirés par Mélenchon. Comme il a un prisme croissance et on sait à quel point la confiance est clé dans la croissance, je pense qu'ils sont obnubilés par la confiance et ils ne veulent pas la casser. Et ils veulent laisser monter la dynamique. Donc on ne fait rien, on laisse monter la dynamique pour se préparer les coups durs de cette zone.
Mais moi, je pense qu'il est en train de la casser, la confiance. Mais Stéphane, vous parliez de la démobilisation de son électorat. Mettez-vous, donc effectivement, vous votez pour Emmanuel Macron au premier et au second tour, parce que vous avez envie que l'agenda libéral avance, qu'on ait un président réformiste, et parce qu'il y a ici, effectivement, beaucoup de joueurs de 5e division face à lui. Mélenchon mis à part, je pense, je trouve aussi, mais quand on annonce... excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il va faire pour les 100 jours. On nous parle des 100 jours, les 100 jours il y a 5 ans. 100 jours, enfin, il n'y a pas de 100 jours là, Erwan, c'est déjà... Non, mais il est déjà démonétisé. Les 100 jours, Stéphane, sa première ministre est déjà démonétisée. Stéphane, il y a 5 ans, les 100 jours, il avait dit après législative, les 100 jours commencent après la législative. Ouais. Il avait dit, les ordonnances pour le marché du travail, elles étaient écrites en sortie d'élection, voilà ce qui sera publié d'ici le mois de septembre. La réforme du marché de la formation professionnelle, voilà ce qui sera publié d'ici le mois de septembre. Cap 2022, voilà ce qui sera mis en place avec l'objectif de réduire la sphère de l'État. Tout était en place. Là, pour les 100 jours, donc si jamais il est majoritaire dans le pays, on ne sait même pas du coup ce qu'il va pouvoir faire. Non. Donc si moi, j'ai envie d'avoir un gouvernement qui fasse la réforme des retraites, et je pense qu'elle est essentielle, parce qu'on nous dit effectivement, le corps nous estime qu'on est à un point de PIB de déficit, c'est pas très grave et tout, mais il y a en tout cas il y a 3 chiffres qu'on va regarder ces observateurs-là. Le premier, c'est le taux d'actualisation des pensions de retraite à venir. Moi, pour ma génération à moi, mon taux de remplacement sera dans la meilleure des cas de 32% de mon dernier salaire. On est à 57% aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'aurai une diminution de 40%, enfin ma génération, on aura une diminution de 40% de notre niveau de vie par rapport aux retraités actuels. Ça, personne n'en parle, mais ça veut dire qu'on est en train d'organiser la paupérisation des retraités à venir. Deuxième chose, le taux de cotisation des agents publics qui ne cesse d'augmenter et qui en fait du coup est un mécanisme public pour permettre en fait de faire diminuer mécaniquement le déficit facial et donc du coup de se dire oh là là c'est bon, on a le temps justement pour ne pas toucher aux retraites. Et enfin le troisième, quand on regarde, c'est surtout qui est aussi lié à un autre sujet qui est celui de la formation. On n'a pas touché au problème de la pénibilité en France, qui fait qu'on va avoir des métiers de plus en plus pénibles qui du coup vont nécessiter des départs de plus en plus tôt et qui ne sont pas financés. Sur le sujet de la formation, il y a un autre problème aussi. Depuis 2018, 13% d'entrées en moins des salariés en poste dans les effectifs de la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que la réforme Pénicaud, qui était excellente à tout point de vue, elle a créé en fait des effets de seuil, c'est un peu technique, des effets de seuil sur notamment les cotisations auprès des différentes chefs d'entreprise, qui fait qu'en dessous de 50 salariés, vous n'avez aucune incitation à former vos équipes. Parce que si vous le faites, vous payez... pas ce chiffre de 13%. C'est renseigné, c'est un chiffre d'arrêt. Je te fais toute confiance. On a publié une étude sur le sujet il n'y a pas longtemps. C'est 13% donc... des effectifs salariés. Des effectifs salariés, non, je comprends tout à fait. Des effectifs salariés. Qui a été compensé par l'augmentation des effectifs de demandeurs d'emploi. Voilà, et en même temps, on disait beaucoup que c'était le problème, c'est-à-dire que la formation était en grande partie captée par les effectifs salariés, alors qu'on aurait aimé qu'elle soit captée par ceux qui sont hors de l'emploi aujourd'hui. Bien sûr, mais l'un n'est pas antinomique avec l'autre. L'un n'est pas antinomique avec l'autre, mais sauf que les budgets explosent de ce côté-là aussi. Mais oui, ça aussi, il va falloir la recapitaliser, si on ose dire. Il faut savoir ce qu'on veut. La formation, c'est ça. Bien sûr. Je parle sous le contrôle d'André, mais la formation, c'est l'élément clé pour la société à venir. Si jamais on se dit qu'on va former effectivement des demandeurs d'emploi dans une logique d'insertion, c'est excellent, mais si jamais on ne forme plus des salariés en poste, on part du coup on accepte l'obsolescence des compétences. Petit chiffre lié à ça, petit calcul pour terminer dessus, la productivité des emplois en France de manière agrégée depuis 2018, donc depuis la baisse de 13% des effectifs, a diminué de 3%. Donc c'est-à-dire qu'en fait on est en train d'organiser, on parle de société de croissance, on est en train d'organiser une société de décroissance parce qu'en fait on a certes un stock d'emploi qui est plus important mais qui est moins productif. Et donc du coup ça veut dire que si vous êtes moins de productivité, toutes les hypothèses du corps, elles tombent toutes à l'eau. 1,8% de productivité d'ici 2070, ça tombe à l'eau, on est à peu près à 0,2, 0,3. Donc c'est-à-dire qu'en fait mécaniquement on est en train de tuer notre système de retraite et on est aussi en train de tuer la croissance qui est aujourd'hui notre seul allié pour financer notre modèle social. Donc en fait avec ces deux éléments-là, si jamais on ne les prend pas en compte, en fait on est en train, tous les bons éléments qui ont fait que depuis 2017 on était dans le vert, on est en train de tous les tuer un par un, mais dans une situation beaucoup plus fragile qu'on l'était il y a 5 ans. Donc en fait on est en train d'organiser la paupérisation du pays. Voilà. Ouais. Mais ça, on est bien avec ton momentum, Nicolas. Non, mais sur le momentum, c'est vrai. Dans l'élection, les sujets, c'est pouvoir d'achat, c'est santé. Là, c'est pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est consommer. Alors que, je le répète encore une fois, on dépense, bon an mal an, 10 milliards d'euros par mois aujourd'hui pour le soutenir, le pouvoir d'achat. Les chiffres d'inflation tombent aujourd'hui, là on verra dans la zone euro, mais on va être nous sans doute autour de 4,5 quand l'ensemble de nos voisins sont à 7 parce que il n'y a pas cette pompe à finances dont on a l'impression que personne ne donne crédit au gouvernement et au chef de l'État.
Voilà. Et puis après, de toute façon, on n'a pas parlé encore du sujet, parce que moi je pense que l'automne sera compliqué, ce sera les taux d'intérêt. Parce que quand il y a déjà la BCE qui est déjà en train de mettre l'ambiance sur le fait qu'on va remonter les taux, la dette française, au moment où il va falloir la renouveler, c'est pas la même chose de la renouveler à zéro ou raison de plus. Ou raison de plus pour rentrer dans le dur tout de suite, faire cette réforme des retraites, parce que Erwan a fait un très très bon panorama. Faut ajouter ce qu'on a beaucoup dit aussi ici, c'est que après, c'est une poire pour la soif, c'est-à-dire c'est la seule marge de manœuvre que tu as à peu près disponible pour se redonner un petit peu de... Et après, tu n'en as plus. Et après, tu n'en as plus. Mais là, tu peux avoir une affaire quand même à une 50aine de milliards, quoi. Donc c'est significatif, la réforme des retraites. Donc raison de plus pour y aller tout de suite, quoi. C'est pour ça que ce temps suspendu là me surprend énormément. Ça veut dire, Erwan, toi dans l'idée, on en a déjà parlé ensemble d'ailleurs, je redonne les chiffres de l'emploi, mais c'est vrai, là on a eu, donc la semaine dernière, 421 400 CDI en avril, chiffre jamais vu depuis 2006. Et si on ajoute les CDD de plus d'un mois, c'est 812 192 recrutements. On va peut-être revoir d'ailleurs la courbe de l'INSEE de la fin du premier trimestre sur les taux d'emploi. Donc pour le 15-24 ans, le taux d'emploi est le plus élevé depuis 1991. Sur les 50-64 ans, c'est un plus haut historique. Et même le sous-emploi, c'est-à-dire personnes à temps partiel souhaitant travailler plus, est à son plus bas niveau depuis 92. Tout ça, donc on voit là les courbes de l'INSEE avec les différentes catégories de population. Tout ça pour toi, c'est clair, c'est une baisse de productivité, c'est-à-dire c'est pas corrélé au PIB. Donc c'est une grande question entre les économistes. Certains parlent, et moi j'avoue que j'aimais bien acheter cette idée-là, d'emploi de précaution, en fait, fait par les chefs d'entreprise, qui gardent des gars parce qu'ils savent très bien qu'ils sont tellement durs à recruter que, tant pis. Pour toi, non, c'est chute de productivité très claire. C'est deux façons de voir là. On nous dit on a une croissance moins riche en emploi. Avant, en dessous d'1,5% de croissance, l'économie française ne crée pas d'emploi. Maintenant, on voit qu'aux alentours de 1,1, voire 0,995, on arrive à créer de l'emploi. Mais quand on regarde factuellement les chiffres sur la productivité des emplois, elle est en diminution de 3% depuis 2018. Donc en fait, on crée des emplois. Moi, je suis le premier à me satisfaire de ces chiffres-là, et je pense que c'est lié directement, ou en tout cas fortement indirectement, à la politique du gouvernement qui a été fait du coup, notamment la politique Macron, donc qui va du CICE quand il était ministre de l'économie jusqu'à 2018. Mais le problème, c'est que derrière, on ne se pose pas la qualité, on se pose la question de la quantité, parce que c'est toujours le même problème du politique. C'est son agenda est conjoncturel et pas structurel. C'est juste. C'est très facile de se dire, et c'est très bien, c'est très confortable de se dire, c'est 7% on tombe à 7% de chômage, c'est fantastique, on n'a jamais fait ça depuis 15 ans. Par contre, d'aller voir à l'intérieur justement de cette qualité-là, déjà parce qu'on a un personnel politique qui est extrêmement médiocre, on n'a pas effectivement de personnes en face. Les seules justifications qu'on a en face de la France Insoumise, c'est de dire les chiffres sont bidons. On peut pas, quand on s'attaque à l'INSEE... Ce qui est vrai d'ailleurs. Non, mais on peut le dire. Stéphane, quand on s'attaque aux chiffres de l'État, on peut pas je pensais que tu parlais des chiffres de la France Insoumise. Je dis que les chiffres de la France Insoumise sont bidons. Non, je dis les seules attaques qu'on a contre les chiffres du chômage, c'est la France Insoumise qui sont bidons. Oui. S'attaquer à l'INSEE, c'est pas crédible, c'est le meilleur institut de statistique au monde, ou alors on aurait parmi les 3 premiers. Donc il y a personne qui va justement ouvrir le moteur et voir dans ces qualités-là. Et donc du coup, ça revient à ce que tu disais avant, il y a un problème de fond de cours. Et moi, je suis très inquiet parce qu'on est en train justement de se satisfaire que la maison soit extrêmement bien repeinte. Par contre, on n'est pas en train de voir qu'à l'intérieur, elle n'est pas aux normes, quoi. Dans les indicateurs avancés, il y en a un que je trouve assez intéressant, c'est les levées de fonds. C'est-à-dire que les levées de fonds du premier trimestre 2022 ont quand même baissé d'une vingtaine de pourcents par rapport à 2021. Et dans le même temps, les grosses, dans les fintech et dans les quick, on commence à couper. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui dans les boards... Oui, mais ça, c'est parce que c'est la fin de l'argent gratuit, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la fin de l'argent facile. C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on passe de cette phase extrêmement facile à, dans les boards, maintenant, à demander retour à la rentabilité, retour au réel, et donc l'hypercroissance à tout prix en distribuant des coupons pour, par exemple, les quick delivery, etc., c'est fini. Voilà, moi, je trouve que c'est juste des indicateurs avancés où on voit que cette période prend fin et que, du coup... un élément supplémentaire pour dire que la rentrée sera compliquée, ce qui valide quand même ta thèse de dire qu'il faut mieux le faire maintenant parce qu'en septembre ou en octobre, la fenêtre est fermée. C'est mort. Voilà. C'est mort. Mais ce que dit Nicolas est très intéressant parce que justement sur la tech, il y a aujourd'hui l'ambiance mais depuis 2-3 semaines, c'est de dire ceux qui coupent les premiers dans les coups seront beaucoup mieux préparés à cette période de disette, alors on ne dit pas disette, mais en tout cas difficile qui s'annonce. C'est-à-dire en fait, c'est assez surprenant. On part d'une euphorie il y a 2 mois. Ouais. Et aujourd'hui, on est... Klarna, un exemple, le leader européen, voire mondial de tout ce qui est paiement
électronique a coupé 10% de ses salariés, alors qu'il y a une semaine, il gagnait le prix d'un grand média bruxellois sur à quel point c'était la fintech la plus en vogue. Je veux dire, c'est à quelques jours près. Donc ça veut dire... Oui, Nicolas a cité le quick commerce, c'est la même chose aussi, chez Getir, Godzilla et tous ces gens-là. Et vraiment, ce qui est fascinant, c'est la rapidité. Et donc, on vient sur le sujet que, effectivement, 1 ou 2 mois de perdu, c'est immense aujourd'hui. C'est des années de chien, c'est-à-dire 1 mois aujourd'hui, c'est prendre une année d'il y a 10 ans. Donc, si on perd 1 mois, ça peut coûter très cher. Surtout dans une compétition internationale où on est aussi toujours en relatif. Oui, non, mais exactement. Alors, tu parlais de la dette. Juste, je voulais signaler que notre trésor... C'était Pierre Desproges qui avait fait un sketch hilarant où il écrivait au service des impôts en commençant « Mon trésor ». J'ai toujours adoré ça. Donc, notre trésor, donc toujours aussi inventif, émet une obligation verte indexée sur l'inflation. Première au monde, donc il y avait des obligations indexées sur l'inflation. C'est à peu près 10% de notre dette, je parle sous ton contrôle, 10-15%. Il y a des obligations vertes, mais l'obligation verte indexée sur l'inflation, ça, on est les premiers à le faire. Et ça a bien marché parce que ça nous permet d'être un petit peu à taux négatif, là, moins 0,4% sur les 4 milliards d'euros qui ont été levés. Voilà, on a des gars qui savent faire quand même on a les meilleurs. au sein de la très haute administration. La plupart des taxes au niveau mondial ont été inventées par les Français. Ouais, donc on a des hauts fonctionnaires et des inspecteurs généraux des finances qui sont excellents. Ouais, c'est peut-être ça le problème aussi d'ailleurs, c'est qu'ils le sont peut-être trop. Mais ça, un mot, alors toi je sais Erwan que là-dessus tu es remonté comme une pendule, mais est-ce que vous êtes d'accord donc, dans le projet de loi pouvoir d'achat qui sera touffu, nous dit-on, donc ça va déjà être un truc, une usine à gaz pas possible, indexation des retraites dès le mois de juillet pour un premier versement au mois d'août. Voilà, Erwan est effondré, on privilégie ceux qui ont déjà tout, qui ont tout eu. 17 milliards d'euros, ça va nous coûter, calcul comptable qu'on a réalisé vite fait. Pour l'année, 17 milliards d'euros en année pleine ? En année pleine, oui. Cette indexation-là. Pas pour cette année. Ah oui, mais... Sur une inflation à 5,6% en moyenne. 17 milliards d'euros pour savoir d'abord que les retraités ont un niveau de vie qui est 8% supérieur à celui des actifs, et que les retraités en question qui sont à la retraite actuellement ont eu un taux de cotisation moyen, tous les retraités actuellement, de 8%. Aujourd'hui, nous, c'est combien ? Ça dépend si tu es fonctionnaire ou si tu es... Mais en moyenne, c'est 26%. Donc on cotise 3 fois plus. Tu veux un autre petit chiffre qui va te faire marrer, c'est le taux d'actualisation qu'on peut avoir entre les cohortes, c'est-à-dire le montant... Mais tu l'as donné déjà tout à l'heure, que tu étais à 35%. Non, ça c'est le taux de remplacement. Ah, taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le pourcentage du dernier salaire. Le taux d'actualisation, c'est le rapport qu'on a entre ce qu'on a cotisé et ce qu'on récupère. Pour les gens qui sont à la retraite actuellement, donc cohorte 1920, c'est 400%, 1940 c'est 200%, la cohorte des années 80, 70-80 c'est aux alentours de 150%, et quand on bascule après 90, c'est 90%. Donc c'est-à-dire qu'on va cotiser pour 10 euros cotisés, on va récupérer que 9 euros à la retraite. Et là on est encore en train de faire un cadeau de 17 milliards. 17 milliards d'euros, c'est simple, c'est le budget de l'enseignement supérieur. 17 milliards d'euros, c'est je sais pas combien de logements que tu peux construire ou que tu peux aider pour les jeunes, mais on fait ça parce qu'il faut soigner son électorat. Moi je trouve ça profondément scandaleux. Qu'on aide les petites retraites jusqu'à 1200, 1300 euros, très bien. Qu'on fasse alors, ce qui aurait été malin, c'est de dire on réindexe sur l'inflation, par contre, j'augmente la CSG. Parce que là, du coup, tu profites. Bien sûr. On fait par exemple 2 points de CSG, ça permettait de compenser la chose. C'était totalement indolore et ça permettait de faire rentrer un peu d'argent dans la caisse. Mais moi, je trouve ça profondément scandaleux ce qui est en train de se passer là. Et que personne ne réagisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de campagne. C'est toujours la même méthode. C'est quand même facile de motiver les retraités qui ont voté pour Macron. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, mais ça ne marche pas. Le problème, c'est que là, il va se réveiller. Écoute, ça, franchement, les sondages, c'est des courbes, a priori, pour que ça s'inverse, il faut qu'il y ait un événement, quoi. Il se passe quelque chose. Là, il va tranquillement vers ce qui sera, alors, l'opinion dit victoire ric-rac, voire une difficulté et pas de majorité absolue. Mais je reviens sur ce que disait Erwan, c'est cette incapacité. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait une administration extraordinaire. Je trouve qu'aujourd'hui... La haute administration du Trésor, si, les gars qui gèrent notre dette, franchement. On voit quand même... Oui, aller arracher des taux négatifs aujourd'hui, là, chapeau les mecs. L'agence France Trésor, c'est peut-être une exception. Mais le fait qu'aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de mesures qui sont des mesures... pour tout le monde la même chose. Rappelez-vous le bouclier sur l'énergie. On n'a pas été capable, moi je trouve ça absolument scandaleux que des gens comme moi ou nous... on en profite et on en bénéficie. Des quelques centimes d'euros sur chaque litre d'essence. Mais c'est quoi ? C'est une incapacité à faire de la politique adaptée à ceux qui en ont vrai besoin. Donc on confond, comme toujours dans notre pays, le mot égalité qu'il faudrait remplacer par le mot justice. On n'est pas un pays juste, on est un pays égalitariste. Je crois que c'était compliqué à faire quand même, André. Oui, puis il y avait une forme d'urgence. C'est là où on a besoin des meilleurs.
meilleurs. Donc si les meilleurs savent pas faire des choses compliquées... Oh ouais, mais là, c'est des systèmes, c'est des statistiques que tu n'as pas, c'est des chiffres que tu n'as pas. Et en plus, combien de milliards on a investi 3 ou 4 milliards pour un objectif sur le... Donc quoi, le bouclier énergie, Mais c'est 40, Ah oui, André. Sur l'essence. Ah, l'essence. Sur l'essence. Ah, l'essence. Je parlais peut-être, ouais. spécifiquement, je crois que c'est 3 Écoute, 4 milliards. le global. Par mois, oui. Par mois, c'est Pas même au plus. global. On a plus, Le global, on est autour de 40, quoi. Voilà, on va puisque tomber à si. plus, on va tomber à plus de 50-60, ça ne sera jamais arrêté au mi-juillet. Mais non, Ça sera pas Parce qu'il faut intégrer là-dedans ce qu'on prend à EDF. Hein. Ce que le gouvernement ne fait pas. Le gouvernement dit on est à 25-30, oui, mais il y a 10 milliards d'EBITDA qui sont, piqués à EDF. Qu'est-ce qu'on fait? Pause maintenant ou un petit... Alors Juste un attends, tout petit point. vas-y. Sur ces chiffres-là, vient de dire André, sur court terme, long terme, il y avait une autre émission sur votre chaîne il y a quelques jours, Stéphane Marchand disait, vous savez, si au moment des Gilets jaunes, au lieu de donner 17 milliards d'euros, on avait acheté des véhicules électriques à tout le monde, on aurait pu acheter quasiment 2 millions de véhicules électriques et distribuer aux Gilets jaunes. Et dans ces cas-là, la crise énergétique aujourd'hui nous aurait coûté zéro. C'est théorique parce qu'on n'aurait pas eu les 2 millions. C'est théorique parce que tu n'avais pas les véhicules et tu n'as surtout pas les bornes de recharge. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement là où sont les Gilets jaunes. ce côté très conjoncturel et qu'en fait nous empêche de faire du structurel qui pourrait des fois... Ça reste tout à fait théorique, mais je trouve que le raisonnement est assez intéressant. L'indexation des retraites dès le mois de juillet, là, je suis d'accord avec toi, c'est un truc de fou. C'est scandaleux. Non, mais c'est profondément scandaleux. Profondément scandaleux, tu le dis. Une pause, on continue, les amis. On repart, les amis. Alors, André, tu as beaucoup travaillé en Chine, avec la Chine, etc. Donc, le Premier ministre chinois qui dit à la fin de la semaine dernière « Nous sommes à un moment critique ». Depuis mars et plus encore en avril, les indicateurs économiques sur l'emploi, la production industrielle, la consommation d'électricité, le transport de marchandises connaissent une baisse marquée. Donc voilà. Et il y a cette statistique dont on avait déjà parlé à la fin de la semaine dernière, que je trouve passionnante, faite par un spécialiste des audits en logistique, qui s'appelle Kima, avec un Q, I-M-A, Q-I-M-A. Allez voir ça. Donc en 2019... 61% des demandes d'inspection et d'audit des acheteurs européens et américains concernaient la Chine, part tomber à 47% en 2022. L'Inde passe de 6 à 10%, mais les pays hors Asie, notamment le Mexique, passent de 11 à 20%. C'est un tremblement de terre, ça, je crois, moi, André. C'est un tremblement de terre et c'est surtout quelque chose... Pendant longtemps, la Chine, il y avait cette expression parmi la communauté expatriée, les chambres de commerce européennes ou américaines là-bas, que la Chine marchait sur l'eau. Que voilà, il y avait des prédictions de croissance qui se réalisaient parce qu'aujourd'hui, il y avait également une très grande confiance dans ce gouvernement et ce système totalitaire, mais qui... pour l'économie était très bénéfique. On n'avait qu'à voir les louanges qu'en tressaient la plupart des dirigeants des grandes sociétés internationales. Et en fait, on se rend compte que depuis maintenant quelques années, on a mis du temps à le voir, que la Chine était redevenue ce qu'elle a été pendant très longtemps, très idéologique. C'est-à-dire que le monde de la réelle politique qui était la Chine, et que notamment Deng Xiaoping a été vraiment son artisan, en disant la fameuse phrase sur les souris, je vais pas la répéter. Si, redonne-la, parce que je l'ai plus en tête. Bon, c'était la fameuse phrase, qu'importe la couleur du chat tant qu'il attrape les souris. Tant qu'il attrape les souris. Donc c'était pour dire que la seule chose qui comptait, c'était ce pacte entre le Parti communiste qui concentre tous les pouvoirs et une population à qui on donne en fait une prospérité toujours croissante. Et en fait, depuis maintenant quelques années, notamment avec Xi Jinping, qui pour moi est le fossoyeur de la Chine, en tout cas du succès de la Chine, c'est qu'en fait l'idéologie a repris le dessus. Et je crois que la stratégie zéro Covid a été un révélateur en montrant qu'on était capable de tout sacrifier, et notamment ce que la Chine a mis 30 ans à construire, c'est cette image de havre de paix, de production, où il faisait bon en fait faire des affaires. Et aujourd'hui, le climat parmi les expatriés sur place, ceux qui ont pu y rentrer ou ceux qui sont encore, qui s'acharnent à y rester parce qu'ils ont leurs affaires, leur famille, etc., il est désastreux. Et ça se transmet dans les chiffres. Et je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité qu'ils ont construit vraiment très très patiemment, ça va être extrêmement difficile. Les courbes risquent de plus jamais se croiser. Alors, il y a un effet inertie immense parce que c'est pas, on l'a bien vu en France, on ne réindustrialise ou on ne désindustrialise pas un pays. Une fois qu'il y a les usines, la supply chain et aussi de plus en plus les consommateurs,
c'est extrêmement difficile de sortir d'un pays. Ouais, il y a mais de regarde plus en le plus- truc, c'est en ça où le chiffre est C'est dingue. intéressant parce que c'est des pays qui ont... C'est vraiment- sur 2 ans, 20% de parts de Il y marché a des- quasiment qui sont perdus. Il y a une expression que notamment le Vietnam, qui est en tête Ouais. parmi ceux qui gagnent avec l'Inde, le Bangladesh, et ils avaient toujours une stratégie qui s'appelle China Plus One. Donc, en gros, de dire, oui, la Chine est incontournable, mais de plus en plus, ayez une alternative pour ne pas être entièrement dépendant, pour miser sur nos marchés. Et aujourd'hui, cette stratégie, elle est plus optionnelle, elle est devenue essentielle. Oui, et c'est ce qu'on voit dans les sauf que le Vietnam ne résistera pas à un effondrement de la Chine s'il doit y avoir un effondrement de la Mais Chine. Hein. qui, Ils vont être emportés mais je dans le pense vortex. que- Hein. Je pense que personne, peu de pays résisteront à un effondrement si on a un vrai effondrement. Et il est tout à fait possible. Je veux dire, là, le régime, il a quand même joué avec le feu à Shanghai. Et on sait que les révolutions en Chine, elles sont... c'est pas des révolutions douces, c'est tranquille. Hein. Ouais, tout à fait. Alors là, on l'a vu, ils ont un petit peu appris le confinement de Pékin, il a été beaucoup plus Light. light et doux. Alors probablement aussi parce que le nombre de cas était moins important. Mais je pense que là, le régime joue avec le feu. Et les prochains mois où justement l'idéologie va primer, parce que Xi Jinping veut absolument être réélu pour un 3e mandat, ce qui serait tout à fait historique, eh bien, il va s'arc-bouter. Il ne va jamais accepter qu'il y ait eu une erreur qui a été faite. Et dans ce monde d'incertitude tel qu'on le connaît aujourd'hui, les gens qui sont idéologues et bornés se prennent les murs. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça fascinant. Et là aussi, je pense que ça serait une initiative pour les Français, les Européens, d'aller beaucoup plus fort. Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien que les régimes autoritaires passent leur temps à faire des erreurs. Poutine Tu as raison. a d'un trait détruit son pays. Tu as raison, j'avais pas percuté sur le... Et la Chine. Donc le modèle démocratique, lourd, pesant, etc., qui parfois nous embête parce qu'il ne va pas assez vite, il a quand même une puissance. C'est que je pense qu'il évite les aventures, les grosses erreurs. Et je crains aujourd'hui que la Chine en fasse une énorme. Il y a une chose peut-être un dernier point. Vas-y, très vas-y, on a le intéressant. Il y a temps, un on a débat le temps, en on est ce bien. moment en Allemagne. La page de garde du Spiegel, qui est quand même un des grands magazines, si ce n'est pas le plus respecté, qui titre sur le scandale des usines allemandes. En gros, il titre en disant quel est ce pays épouvantable, je crois que le mot est... Je crois qu'il y a même un mot pire que épouvantable, avec duquel nous sommes devenus dépendants. Donc tout y passe, les Ouïghours, le système totalitaire communiste, le parti, etc. Et on voit que la pression, notamment sur les grands groupes allemands, Volkswagen en premier, qui a une usine dans le Xinjiang, devient immense. Et c'est assez intéressant parce que ce pays qui était justement le pays de la réalité politique, l'Allemagne, est en train de se poser la question à quel point ils se sont évidemment fourvoyés avec la Russie et ils sont aussi devenus terriblement dépendants. Et là, il y a une course contre la montre. Parce qu'en gros, le Spiegel dit la Chine aujourd'hui a encore besoin de nous, mais quand à un moment son marché intérieur deviendra tellement important à l'image des États-Unis, ils pourront nous mettre sous pression un peu comme ils le souhaitent. Juste un petit mot, mais je l'avais déjà fait à la fin de la semaine dernière, parce que j'avais autour de la table aussi d'autres ingénieurs qui vantaient Elisabeth Borne. Tout ça, quand même, c'est le résultat. Alors, peut-être pas ingénieur, Angela Merkel, mais en tout cas scientifique, à la tête de l'État. Ça te met quand même dans une situation de dépendance énergétique avec le pire que tu puisses trouver autour de toi, et dans une situation de dépendance industrielle avec le pire que tu puisses trouver autour de toi. Donc, je ne sais pas. Je retiens ce culte de l'ingénieur, André, mais pour diriger un pays, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. D'abord, j'ai peu de culte et j'ai d'abord un culte du long terme. Et moi, je ne peux pas m'empêcher. J'étais un de ceux qui étaient un tout petit peu moins excités quand il y a eu la célébration du départ d'Angela Merkel. Rappelez-vous. Ah non, je ne voulais pas qu'on reparte là-dessus. Voilà, Miss Europe et tout. Ah bah oui, bien sûr. Mais non, je voulais pas qu'on reparte là-dessus. Aujourd'hui, Simplement... oui, on peut être ingénieur et manquer totalement de vision. Et c'est ça le cas de cette chancelière. Nicolas, mais pour la Chine, est-ce qu'on peut être ingénieur et manquer totalement de vision? Je citais Marcel Dassault, pour ceux qui n'écoutent pas tous les jours, et pardon pour ceux qui écoutent tous les jours. Il y a plusieurs moyens de se ruiner, le jeu, les femmes, le plus sûr reste les ingénieurs. Voilà. Là, l'inspection des finances, on a fait les ingénieurs. Moi, c'est école de commerce. Non, mais pour revenir sur la Chine, quand j'interroge autour de moi là, les chefs d'entreprise qui ont des activités en Chine, des chaînes logistiques, en fait, ils sont tous effarés parce que
qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Et quand on parlait de la fenêtre de l'automne, assez tous voient des formes de pénurie diverses et variées, pas forcément la pénurie du blé, on ne parle pas de ça, mais de pièces logistiques, etc., qui vont arriver relativement vite. Ils ont un autre problème, c'est qu'en fait, les Occidentaux, donc leurs équipes qu'ils envoient là-bas pour pouvoir contrôler un petit peu, etc., il n'y a plus personne qui veut y aller. Mais bien sûr. Parce que se retrouver coffré pendant un mois, ou même avec ses enfants qui ont 5 ans, qui sont envoyés directement, c'est juste des traumatismes que personne ne veut vivre, même avec un bon salaire. Donc ils sont en train de perdre le contrôle aussi de leurs implantations en Chine, et ça va relativement vite. Donc en fait, ces signaux-là sont assez inquiétants, et quand on voit, j'imagine vous avez vu les images des tankers qui sont au large de Shanghai, je ne sais plus combien, 500 000, c'est un autre truc qui est complètement effarant, qui justifie au passage les chiffres, parce qu'il n'y a plus personne qui bosse dans le bord de Shanghai comme un numéro 1 mondial. Là, on refait l'exercice de la dépendance, et effectivement, le parallèle avec la Russie, je suis dépendant du pétrole, je suis dépendant des chaînes logistiques et de la Chine, ça remet sur la table assez rapidement les sujets de souveraineté, et d'être capable de maîtriser au minimum ses boulons et ses masques, et puis de l'autre côté d'avoir un minimum d'énergie. Mais ça veut dire qu'il y a une chance historique à saisir. Pour moi, c'est une chance incroyable. Moi, je suis plutôt partisan de la souveraineté depuis un long moment. Avant, c'était plutôt taxé de nationalisme et de plein de choses. Aujourd'hui, on a réalisé avec des éléments tangibles comme les masques, comme on va le réaliser avec plein de petites pièces logistiques, comme on est en train de réaliser avec notre nucléaire versus le pétrole, comme on va le réaliser avec le blé cet été, parce qu'il va nous emmerder avec le blé maintenant. Donc, il faut maîtriser son armée, il faut maîtriser son énergie, et il faut maîtriser sur sa bouffe. Sinon, il n'y a pas de croissance possible, il n'y a pas de boîte qu'on peut faire tourner. Donc, c'est des basiques qu'on a oubliés dans la mondialisation. Mais cette démondialisation dont Davos a acté clairement l'acte de décès là, cette fois-ci. Oui, c'était peut-être aussi l'acte de décès de Davos, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais je referme la parenthèse. Voilà, mais puisque Davos était le symbole de la mondialisation, merci les gars, on n'a plus besoin de vous. Ouais, voilà, il y a eu ça un peu. Ouais. Au moins, on peut réaborder des sujets de façon un peu pragmatique, et de reparler de façon industrielle, la façon dont on s'équipe sur tous ces éléments-là, quoi. Et plutôt que de rêver d'aller faire écosser nos petits pois en Chine. Et Raison de plus, parce que tout revient là. Souveraineté financière, budgétaire, c'est la première. Donc, raison de plus pour revenir sur réforme des retraites. La fenêtre oui, bien sûr, et avoir les moyens de financer un modèle social qui pèse pas à 100% sur le travail. Et retrouver de la compétitivité. Ce dont on parle, je trouve pas assez, c'est que les États-Unis aujourd'hui poussent leurs avantages sur tous ces sujets-là. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire, Joe Biden a rompu un tabou. Alors, on parlait de la Chine vis-à-vis de Taïwan, en disant pour la première fois, il est sorti de l'ambiguïté stratégique en disant si Taïwan est attaqué, nous défendrons militairement. Ça, c'est vraiment majeur. C'est un tremblement de terre en diplomatie, parce que je pense qu'ils sentent que aujourd'hui, leur autre grand rival, leur principal rival, la Chine, est en position de faiblesse. Donc à nouveau, je pense, opportunité historique pour les Européens de pousser aussi nos feux, comme le font, je trouve, aujourd'hui les États-Unis. Alors on voit l'aspect très négatif de la civilisation américaine, avec ce qui s'est passé dans les écoles, et peut-être avec un président américain qui est beaucoup moins flamboyant que le nôtre, mais il faut voir ce qu'ils font en termes de rapatriement des structures de semi-conducteurs, de consolidation et de réglementation de leur et là c'est pas juste des coups de menton comme on les voit beaucoup à Bruxelles vis-à-vis des GAFA, mais ils essayent véritablement de les mettre au pas, et en tout cas au service de leur économie. Et on voit ce qui se passe de manière militaire. Regardez, en militaire, je veux dire, ils poussent leur avantage en déversant 30 milliards d'euros sur l'Ukraine, 30 milliards de dollars. Où c'est quand même une guerre européenne. Nous, on est en sommet là, en train de se gratter la tête pour savoir si on va leur donner 4 ou 5 milliards. Et sans doute, on ne va pas leur donner, on va faire des prêts, parce que si on leur donne, alors ça voudrait dire qu'ils sont insolvables, donc on va essayer de faire des prêts, etc. C'est ça, les débats là aujourd'hui à Bruxelles, c'est ça. L'Allemagne n'a pas livré une seule arme à l'Ukraine, semble-t-il. C'est vrai ça, j'ai lu ça, effectivement, qu'ils appuient sur le frein, notamment sur leur char. Comment il s'appelle? Tigre, je crois, le char allemand. Léopard, voilà. C'est l'autre. Ils sont sur le frein, mais surtout, ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bundeswehr est une des armées les moins opérationnelles du monde. Alors qu'elle a un budget supérieur à la France.
Non, on est sauvé, on a un ministre de la souveraineté maintenant, donc. On en a plusieurs. On en a deux. On en a plusieurs, oui. On en a deux. Souveraineté alimentaire Est-ce que c'est un ingénieur et Bruno Le Maire. C'est vrai. Il a double souveraineté d'ailleurs, numérique et industrielle. En plus, avoir un ministère de la souveraineté énergétique dans un gouvernement dirigé par une femme qui a acté la fermeture de Fessenheim, c'est fantastique. Bon, c'était pas elle directement, mais Mais si, c'était elle directement. Non, bien mais sûr c'est que pas si. elle qui a décidé. C'est pas. Comment ça, c'est pas elle qui a décidé? C'est Macron qui a décidé. Macron qui a décidé. D'accord. Mais Mais c'était elle, il faut le rappeler. Non, mais il faut le rappeler. Sur tu as cette raison. question, Il est dur, Erwan, il est dur. Non, mais excuse-moi. Ben non, mais enfin quand même, Moi, tu parlais de vision de... Enfin tu vois, c'est à 800. Pour un plat de lentilles, Fessenheim quand même, hein. Pour un plat de lentilles. 1,8 gigawatts, hein. Et Pour un plat de lentilles. c'est comme le projet, enfin ça me rappelait, c'est pas la première erreur, le projet Super Phoenix, on l'avait aussi arrêté pour des raisons d'accord entre les socialistes et les Verts. Donc Oui, c'est Dominique Voynet à l'époque, la regrettée de Dominique Voynet. pour gagner quelques circonscriptions, c'est ça aussi moi ce qui me, enfin c'est, mais bon, ça. Et beaucoup plus récemment, il y a eu Gérard un Mestrallet avait abandon. dit juste un mot, parce que je suis dans les mots là en ce moment, voilà. Au moment de la fermeture de Super Phoenix, Gérard Mestrallet avait dit « On brûle la bibliothèque d'Alexandrie ». Très belle phrase. Ouais. Tellement on était en avance, tellement il y avait en fait de potentiel de recherche et de découverte au sein de Super Phoenix. Ouais. Et beaucoup plus récemment, on a arrêté, et on ne sait pas pourquoi, quand on demande au CEA exactement pourquoi ils ont arrêté, il y avait un projet de petit réacteur modulaire, qui est aussi une des nouvelles générations. Ça a été arrêté il y a 2 ans. Personne n'est vraiment capable de vous dire pourquoi. Donc on revient sur l'absence de vision. Il y a de perte de compétences. C'était l'ATMEA, c'est ça à l'époque, hein, je crois que c'est ça. Que d'ailleurs Mestrallet avait essayé de, à l'époque où il dirigeait GDF Suez, avait essayé de... Il y a une perte de compétences, mais c'est pour ça que le sujet souveraineté, moi je considère comme Nicolas que c'est pas un gros mot. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on parle de souveraineté, quand les politiques nous parlent de souveraineté, pour eux, c'est de l'autarcie au niveau national. Tiens, bah attends, non, on va vous mettre l'image qui va vous plaire là. Je sais que le cloud à la française. Oh, ça André, quand tu as vu ça, c'est Google qui s'est acheté des pleines pages dans la presse. Donc ça s'appelle Cloud à la française. La réalité, donc, c'est qu'en fait, Google, mais peut-être tu vas pouvoir nous expliquer ça, André, ouvre une région cloud en France. Et donc, il l'explique, c'est plus de proximité avec nos équipes, moins de latence, plus de disponibilité, mais c'est aussi plus de services au service des organisations françaises. Et surtout, dit Google, ça va bien au-delà de la simple localisation des données. Personnalisée et évolutive, notre approche a été spécialement pensée pour ceux qui doivent faire face à des exigences fortes en matière de conformité, localisation des données et autres réglementations spécifiques à la France et à la zone euro. Voilà, c'est Google qui fait le cloud à la française. Allez les bleus. Hein? On parle de souveraineté là. Bon, vas-y, André. C'est pas forcément évident d'expliquer de manière très simple, mais en gros, on voit bien que dans tous les mots, là, on est vraiment dans les éléments de langage. Total. Tout ça, ça fait plaisir aux responsables politiques qui ne vont pas forcément rentrer dans le détail technique, parce que c'est des sujets compliqués. Donc c'est pour ça que moi je me félicite quand il y ait plus d'ingénieurs, parce qu'on est quand même dans un monde où les sujets sont par définition compliqués. Et là je rejoins Nicolas, effectivement, si on n'a personne en sparring partner qui peut contester ça, on va se laisser avoir par ces jolis mots. Ça c'est une chose. La deuxième chose, réglementation. On a mis des barrières réglementaires telles, ça c'est pas juste au niveau français ou au niveau européen, qu'en fait indirectement, alors qu'il y avait plutôt une bonne intention, on a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour les petits acteurs. Exactement. Et donc il n'y a que les grands acteurs qui sont capables d'être conformes, parce que pour être... RGPD, DSA, DMA, etc. Aujourd'hui, le RGPD, qui est un tabou européen, qu'on considère... Il y a même une jeune femme qui est une amie en plus, qui a écrit un livre qui s'est arraché à Bruxelles, qui s'appelle « L'effet bruxellois », le Brussels Effect. Mais ça flatte les décideurs européens, mais c'est dangereux parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est que non, l'Europe, elle a créé des barrières à l'entrée pour les petits acteurs qui sont souvent les Européens. Et la dernière chose, c'est en fait, ça masque aussi le fait qu'il n'y ait pas d'alternative. Donc aujourd'hui, ces GAFA se rentrent finalement comme dans du beurre, parce qu'il n'y a pas d'alternative européenne. Alors on va vous dire, et on revient même sur le sujet chinois, c'est finalement assez proche, oui, mais on ne peut pas tout de suite couper les ponts avec la Chine parce que nos entreprises en ont besoin. Mais c'est là où on a besoin du politique qui va, lui, par exemple, par ses politiques d'achat, privilégier des nouveaux acteurs. Si ça ne démarre pas par les achats publics,
ça ne va jamais démarrer évidemment par le secteur privé à qui on ne peut pas demander d'aller sur des solutions qui aujourd'hui sont un peu moins bonnes. Et enfin, dernière chose, un aspect retard. D'ailleurs, on est encore très dans le cloud sur l'aspect stockage, base data center. Alors que de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la couche logicielle de cybersécurité, etc., qui joue. Et là-dessus, on revient sur le sujet des talents. C'est que si on permet, moi je le dis, je crois que je l'ai déjà dit avec toi Stéphane, c'est quand on attire des Google, des Microsoft et des Intel chez nous, on est très content. Business France fait des cocoricots parce qu'on a attiré 2000 emplois, mais ces 2000 emplois, c'est pas de la création nette, parce que ces 2000 emplois, de toute façon, seraient employables ailleurs. Donc c'est des vases communicants. Par contre, ça empêche nos propres startups et nos propres entreprises d'avoir accès aux meilleurs talents. Donc là aussi, il faut que nos politiques publiques, elles se mettent au goût du jour. L'attraction, le pur descriptif que fait le patron de Business France tous les mois en disant regardez, on a attiré tel ou... en tout cas, dans le domaine de la tech, pour moi, c'est plutôt destructeur de valeur pour la France. Patron de Business France qui, a priori, sait de quoi il parle dans le domaine de la tech. Hein. On rappelle, c'est Pascal Cagny, l'ancien patron d'Apple Europe. Oui, mais je pense que là-dessus, il faut qu'il se mette au... Je crois qu'il en est parfaitement conscient. Hein. Je pense aussi, parce qu'il est très intelligent. Mais c'est ce qu'on peut reprocher finalement à notre président, parce que comme c'est un gars qui est plutôt jeune, qui a été ministre de la French Tech, qui comprend les choses, qui est entouré de gens qui peuvent lui expliquer et qui, lui, a un âge pour pouvoir se projeter dans la mise en œuvre de tout ça, aller au-delà simplement du plan intelligence artificielle à 2 milliards ou du France 2030, c'était de mettre des grands caps. Et comme il est énarque et que le raisonnement un peu... Il n'est pas énarque Non, il n'est pas énarque. Hein. Si, il est énarque, Macron. Bien sûr. D'accord. Inspecteur des finances, il devrait être au Trésor. Qu'est-ce qu'il a raté alors? Mais je pense qu'il avait raté un truc. Non, c'est pas l'ENS qui l'a raté. Bon, pardon, Nicolas, vas-y, continue, excuse-moi. Là, on avait l'opportunité de faire des grands projets, quoi, des grands projets concrets. En plus, il y a une démarche de banquier d'affaires, donc de sociétés privées, analytique, sans faire nécessairement un grand plan. Et donc là, on l'attend là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il lui manque un sparring partner pour arriver à échanger là-dessus, ou si juste qu'ils ne bossent pas, ou qu'ils sont juste en train d'administrer le présent, ils sont pris dans le présent. Mais là, on peut vraiment lui reprocher de ne pas nous emmener dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux, parce que pour le coup, il a le même âge que nous, il va le vivre, quoi. Erwan, souveraineté, le cloud à la française, on peut se le remettre, là, le cloud à la française, histoire de se faire mal là, à l'image. Mais c'est, voilà, tu parles de souveraineté, il y a celle-là et la souveraineté budgétaire, les deux grandes souverainetés en fait dont dépendent toutes les autres. Et tu es très très loin, quoi. Voilà. Tu es très très loin. Après, petite remarque, le problème c'est que de côté de l'usager, quand tu fais confiance à des solutions françaises, nous par exemple, tu prends OVH par exemple, tu prends le risque qu'une fois tous les mois tu perds une journée de productivité. Donc, c'est ce qui se passe réellement franchement, c'est une catastrophe. Nous on reste chez eux parce que c'est super, mais parce que c'est français, parce que voilà, faut suivre les actes et tout, mais c'est un jour par mois ça fonctionne plus. Donc, c'est un apostolat en fait que de soutenir les solutions françaises. Non, mais après il faut le faire parce que c'est aussi comme ça qu'elles apprennent, c'est aussi comme ça qu'elles font les erreurs. Et je après, suis tout à fait d'accord là-dessus, mais le problème c'est qu'après il y a aussi une question d'efficacité et tu as une vraie dépendance aujourd'hui à Google. J'avais vu un chiffre qui disait que c'était 50% des entreprises françaises qui dépendent directement de Google pour leur service de messagerie ou leur comptabilité. Quand tu prends toutes les micro-entreprises. Si tu fais Google plus Microsoft, je pense que... Et puis, tu as une doctrine aussi à casser maintenant. Je pense que c'est l'étape suivante. C'est entre la souveraineté française et la souveraineté européenne. Combien de fois on a discuté dans les ministères, on ne peut pas le faire, c'est l'Europe qui a dit, etc. Enfin, on se botte on se renvoie la balle, on botte en touche, et du coup, au final, on n'avance pas et on justifie toujours que c'est de la faute de l'autre. Là, aujourd'hui, quand on voit les autres pays comme l'Allemagne ou d'autres pays européens qui ont une souveraineté nationale et qui ont leurs projets nationaux, moi, je pense qu'on devrait commencer à raisonner comme ça. Et c'est pas un mal, c'est pas des vilains mots. C'est une souveraineté française. Et puis ensuite, on va voir à l'Europe pour compléter, pour aller chercher ce dont on a besoin, l'effet volume, et ainsi de suite. Mais se dire qu'on défend nos intérêts, ça me paraît plus que jamais nécessaire et incontournable. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Non, c'est pas du tout une position de... Mais c'est intéressant, c'est un très bon débat. Ce que j'ai vu à l'expérience, notamment sur tout ce qui est innovation de rupture, c'est qu'une fois qu'on a des stratégies françaises, des stratégies allemandes, c'est extrêmement difficile parce qu'on aura créé des entités, des organisations, et c'est très difficile en fait de créer ce que les Allemands appellent le Schulterschluss, c'est-à-dire le fait qu'on mette des épaules ensemble. Une fois que vous avez des structures, c'est difficile.
Par contre, c'est vrai que c'est compliqué de créer quelque chose au niveau européen. Pour revenir sur ce que disait Erwan, c'est justement pas à l'usager. Je trouve qu'il y a une politique qu'on ne met pas du tout en œuvre, qui est la politique d'achat public. Donc c'est aux administrations. C'est aux administrations de tester ça, parce qu'en plus, elles ont tout de suite l'échelle qu'il faut pour éviter que ça tombe sur des structures plus ou moins petites à qui on ne peut pas demander de faire... à nouveau, c'est à l'État de travailler sur l'innovation de rupture, c'est à l'État de faire les premières expérimentations. On ne peut pas demander ça aux entreprises privées de le faire. Et peut-être juste sur un point sur ce que disait Nicolas sur l'aspect vision. On a la vision. Je trouve que France 2030, c'est quand même un essai pour la première fois d'avoir des priorités. Moi, ce qui me désole, c'est que dans le papier, à la fin, on ne peut pas s'empêcher de dire oui, mais les fonds seront gérés par les 4 opérateurs de l'État, l'ANR, l'ADEME, la Caisse des dépôts et la BPI. Alors peut-être à la petite exception de la BPI, même si elle a un peu monopolisé tout l'argent public sur l'innovation, les 3 autres, ça se saurait si elles avaient un track record. C'est une catastrophe. J'avais raté ça. Non, mais que c'était ces 4 agences qui allaient gérer... On n'arrive pas à sortir du schéma et il faudrait quand même... il faudrait avoir une politique de l'impact. Le cloud, en 2017, 30% de part de marché des acteurs européens. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc en 5 ans, ça a été divisé par 2. Donc ça veut dire que notre méthode actuelle, elle ne marche pas. Ça vaut les 17 milliards d'Erwan. 30%, il y a combien de temps, tu dis 2017. 2017. Alors, ça n'a rien à voir avec le mandat de Non, bien sûr. Mais non, c'est dire, en 5 ans, on n'est pas... Et la première les part autres de se marché... bougent pas. Et là, on est tombé à 15. Elle est à autour de 1%, c'est OVH. Et c'est en Europe, c'est communauté, enfin les 27. Union européenne. 27. Juste pour terminer, non, j'ai appris un truc, tu vois, tu parlais, juste je l'ai appris ce matin là dans la tribune, je n'étais pas au courant. Le fameux projet de drone européen, donc avec Airbus en tête de gondole. Déjà, il coûte un prix faramineux par rapport à ce qu'on voit en Ukraine. Mais en plus, c'est General Electric qui va faire le moteur, si tu veux. Voilà. Le drone européen, tu vois. Donc on demandera l'autorisation aux Américains pour pouvoir les envoyer contre... Alors Thierry Breton a écrit une belle lettre en disant « Oui, mais nous allons faire en sorte qu'il n'y ait aucune servitude sur ce moteur. » Alors à la défense, une fois de Thierry Breton, non, il a pour la première fois dit on pourrait retirer le financement européen à cause de cette motorisation. Mais là aussi, je veux dire, ce projet doit être tué immédiatement. Immédiatement. Je veux dire, on a quand même un drone qui s'appelle un drone MALE. Qui est MALE. Voilà. Donc altitude moyenne et longue endurance, c'est ça que veut dire MALE, qui est assez proche d'un autre drone MALE dont on entend beaucoup parler en Ukraine en ce moment, c'est le fameux Bayraktar, qui est le drone turc. Bayraktar, on estime qu'il vaut entre 2 et 3 millions de dollars pièce. Absolument. Là, l'Eurodrone, il coûtera 100 millions. Absolument. Pour faire, oui, bien sûr, il sera mieux, il fera papa-maman, il sera... Mais en plus... Ils ne voudront pas s'en servir, les mecs. Ils ne voudront pas s'en servir, exactement. Tandis que le drone ukrainien, on voit bien qu'il est redoutablement efficace. Ça, c'est ce genre de décision forte qui pourrait créer des secousses sur notre manière d'acheter, notre manière de transformer. Ben non, on tergiverse. Et en plus, je pense qu'on contamine la politique franco-allemande, parce que tous ceux qui voient ça voient que les projets franco-allemands, mais ça aboutit à ce genre de catastrophe. Donc en plus, ça a un effet pervers à multiples niveaux. Allez, juste 5 minutes, mais Nicolas, je ne sais pas si... Ça m'a beaucoup intéressé. Donc Google, c'était la semaine dernière, conférence de présentation, en gros, des projets de Google. Et Google dit, alors ils ne le disent pas comme ça, mais pour aller vite, nous, le métaverse, on n'y croit pas vraiment. On pense plutôt à une réalité augmentée au contact du réel. On comprend bien ce que c'est, réalité augmentée, on en avait beaucoup parlé. Vous nous construisez des mondes virtuels. Non, nous, on va prendre tout le potentiel de la technologie, mais pour vous apporter des informations en temps réel, au contact du réel. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Nicolas ? On retrouve bien l'esprit pragmatique de Google qui part du concret et qui crée des services pour améliorer le quotidien des gens. Là où l'ambition de Zuckerberg est complètement XXL, c'est un monde virtuel où on recrée un monde virtuel. Mais à part les gamers qui passent leur journée dans un monde virtuel, toi et moi, on ne passe pas notre monde
dans un monde virtuel. En revanche, si on a des services demain où notre Google Maps est amélioré, où on voit encore mieux dans sa voiture, où il faut tourner à droite, à gauche, etc., bah oui, alors là, on appuie sur le bouton tout de suite. Et d'ailleurs, dans l'article, Google, on revient sur l'échec des lunettes de Google. Tout à fait. À un moment donné, on s'amusait avec ces lunettes, mais donc qui sont hyper riches, qui sont hyper intéressantes. Mais la réalité, c'est que personne n'a envie de se balader avec des lunettes comme ça, donc personne n'a envie d'être dans ce monde pseudo-virtuel. En revanche, d'un point de vue concret, si demain, moi je suis un grand fan de cyclisme, vous mettez sur mes lunettes aux clés des systèmes qui me permettent de calculer ma vitesse, toutes mes données de compteur sont dedans, et puis me signale le danger, me signale la voiture, etc., je signe, j'y vais, parce que ça fait partie des trucs où on peut avoir des lunettes un peu bizarres, et on est dans l'amélioration du service. Et donc je pense que Google a retenu l'échec de ces lunettes, revient au réel. Et en fait, déjà, avec un paquet de ces applications de Google Maps, de Google Lens, dont on ne parle pas assez, mais qui est phénoménal. Et puis aussi toute leur domotique. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la maison. Ils ont compris qu'il fallait rester étape après étape, des petits pas de souris pour pouvoir convaincre le consommateur de basculer un peu plus dans la technologie. Et le pas de géant de Zuckerberg est sûrement très visionnaire, mais c'est un peu comme Second Life il y a 20 ans. C'est très visionnaire. Holistique. Mais c'est un monde qu'il veut construire. Voilà, on ne se sent pas concerné. Et je ne pense pas que demain, si demain, moi, ces lunettes-là sur mon vélo, ça m'intéresse, m'acheter un terrain dans le métaverse pour pouvoir... mais on va te répondre, c'est parce que tu es trop vieux déjà. Sûrement. J'en ai moins de besoin tout de suite. Là. André, très vite, il nous reste. Je partage ce point de vue et je pense que tout ce monde nouveau de la donnée qui hybride en fait. Il faut bien voir. Depuis 2 ans, on est quand même rentré de plein pied, contraint et forcé à cause de la pandémie, dans ce monde hybride. Et c'est ça, la vraie force. Et si on pense un petit peu ce qui anime nos valeurs françaises et européennes, il y a quand même encore ce contact, ce concept de faire société, de ne pas être totalement dans l'individualiste. À nouveau, c'est nous qui devrions être là-dedans. Et on va se retrouver... Tu veux dire nous, Européens ? Nous, Européens. Et on va se retrouver à nouveau avec un Google et un Apple qui aujourd'hui deviennent les héros, H-E-R-A-U-L-T, de la vie privée. Et demain, Google qui va finalement apporter des services dont on a besoin et qui correspondent à qui nous sommes, où on a besoin de contact physique, mais aussi d'étendre notre univers. Et dans ce monde de la donnée aujourd'hui, on a dépassé le stade cognitif où on comprend toutes les informations qui nous arrivent. Donc cette réalité augmentée va nous permettre de trier. C'est ce que font déjà les pilotes de chasse et on va le voir de plus en plus avec les informations qui viennent d'un Stéphane Soumier, mais de plein d'autres mondes aussi également. J'aime bien que tu me compares à un pilote de chasse, ça me va. Erwan, un mot de conclusion. C'est dans l'actualité. Oui, voilà, Maverick. Non, mais ça Stéphane. Attends, et tu sais, le truc, c'est un tweet qui est passé, qui est absolument génial. Donc on avait, alors moi en l'occurrence 19 ans, voilà, on a pris 25 kilos, des cheveux blancs. Tom Cruise, lui, il a juste changé de moto. J'adore. Erwan, un mot de conclusion. Non, tout a été, mais ce qui est fascinant, c'est que c'est un changement civilisationnel total, ce qu'on est en train de vivre là-dessus. Là, on a 2 chemins différents qui nous amènent. Exactement. Sur le côté métaverse, il y a énormément de papiers. Moi, ce qui m'inquiète, c'est là-dessus, comme dit André, c'est m'inquiète qu'on soit pas dessus, mais surtout d'un point de vue philosophique et anthropologique. Les Américains vous avez beaucoup de papiers qui sont publiés même dans la littérature académique ou dans la littérature grand public, justement sur les conséquences du métaverse, sur la transformation de la cognition, du psyché, etc. En France, ça a été très bien enseigné par Bruno Patino qui montre comment est-ce que les notifications Twitter sont en train de transformer complètement la cognition de nos jeunes. Donc, sur un game changer comme ça, moi, je m'inquiète qu'on n'ait pas justement des penseurs et des intellectuels qui s'intéressent déjà à ce sujet-là avant de le faire d'un point de vue technique. Parce que peut-être que si on met un holà humaniste, on va dire, par notre tradition humaniste, on pourra se dire, ça sert à rien de le faire d'un point de vue c'est peut-être une on est au bout, les amis. On est au bout. Non, mais peut-être juste un point. Ça, c'est un sujet pour la French. On accuse d'être trop techno-parisiano, bobo. Ça serait un sujet où on pourrait intégrer à la fois nos valeurs et des sujets réellement technologiques. Et là, les Américains sont devant nous. Ce qui bouillonne dans la Silicon Valley est assez incroyable. Avec un mot que j'ai lu pour la première fois pour qualifier nos jeunes gens, nos adolescents, les adolécrans. Ouais. Je trouvais que c'était une belle création sémantique. Terrible, mais... Les adolécrans. À demain, chers amis. À demain, donc, pour de nouveaux débats sur Bismart.